Pendant la Première Guerre mondiale, la Belgique fut le seul pays intégralement occupé par l'armée allemande, si l'on accepte la rive gauche de l'Isère, où 38 communes seulement échappaient à la présence ennemie. Pour Liège, comme pour le reste du pays, les horloges sonnèrent 4 années durant une heure allemande. Adossé à la mer autour de la Panne, sous le regard du roi qui n'avait pas voulu fuir loin de ses soldats, l'armée belge poursuivait, aux côtés de ses alliés, son combat pour la libération du territoire. Celui-ci avait été divisé en 3 parties distinctes. L'Operationsgebiet, la zone des opérations, une mince bande de territoire le long de la ligne de front, là où avaient lieu les combats, principalement à hauteur de l'Isère. L'Etappengebiet, la zone d'étape couvrant les 2 Flandres, orientale et occidentale, une zone de loi martiale où la population pouvait être évacuée, voire soumise à des réquisitions, pour effectuer des travaux de défense. Enfin, l'Occupationsgebiet, la zone d'occupation militaire, à peu près le reste du pays, dont Liège, où des millions de Belges vivaient sous la botte du gouvernement général, c'est-à-dire l'armée allemande. Durant l'automne 1914, le pays était asservi, terrorisé, désorganisé et pillé. D'abord, fuyant les Allemands, des milliers de gens s'étaient jetés sur les routes. Il y eut jusqu'à 1 million de réfugiés, principalement en Hollande, restés neutres, et en France. Fin 1914, le gouvernement général autorisa ces réfugiés à regagner leur foyer sans être inquiétés. Début 1915, plus de la moitié étaient rentrés chez eux. Pour les Liégeois, comme pour le reste des Belges, l'occupation de 14-18, ce sont 3 choses. Premièrement, les exactions. Deuxièmement, les résistances. Troisièmement, les pénuries terribles. Alors que la Belgique est un pays de cocagne, les gens y mouraient de faim. Mon arrière-grand-mère Marie Charlier, que j'ai bien connue, née en 1895, me parlait de cette époque avec parcimonie. Et la guerre, dans son souvenir, c'était la faim. Sans parler de cette atmosphère terrible d'oppression. On raconte d'ailleurs à ce sujet une histoire, indiquée comme vraie, qui se passait dans ce Liège de 14-18. Une histoire assez drôle et qui met en scène, figurez-vous, un perroquet. Cette histoire se passe à Liège en 1915 et il est difficile de dire si elle est vraie ou fausse, même si on la retrouve dans de nombreux récits de l'époque. Mais elle en dit long sur ce que fut cette Occupationsgebiet. Une dame Ubrecht, rue Saint-Gangulf, possédait un perroquet qu'elle mettait sur le devant de sa boutique quand il faisait beau. Hélas, l'impudent animal avait pris l'habitude de répéter à l'envi un « sale boche » comme il l'entendait sûrement dire autour de lui. Sauf que, quelquefois, c'étaient des soldats allemands qui passaient tout près, et à chaque cri de la bête, les gens se mettaient à rigoler. En ce temps-là, on ne rigolait pas avec l'autorité, et un groupe de Feldkraus vint un jour saisir le perroquet, expédiant dans le même mouvement la vieille dame, sa nièce et une voisine qui étaient là, à la prison Saint-Léonard. Le malheureux volatil fut confié à la garde d'un officier prussien pendant 20 jours. Heureusement pour lui, durant ce laps de temps, il ferma son grand bec, la tête rentrée dans les épaules. Il fallut rendre l'animal et libérer les 3 malheureuses de leur prison. Lesquelles, revenus à leur boutique, planquèrent l'animal dans une arrière-cour d'où son persiflage ne ferait plus rire personne. L'histoire est sans doute trop belle pour être vraie, mais on sourit doucement en imaginant l'officier sanglé dans son uniforme, surveillant du coin de l'œil le pauvre perroquet qui, du fond de son intelligence de bête, avait compris qu'il ne devait surtout plus l'ouvrir. Oui, cette histoire est assez drôle, mais elle dit beaucoup de choses sur ces années noires. La population liégeoise était très hostile à l'occupant. Le primat de Belgique, le cardinal Mercier, dans sa lettre du 5 janvier 1915, qui fut lue dans toutes les églises du pays, avait déclaré à propos de l'occupant ceci. « Dans l'intimité de votre âme, vous ne lui devez ni estime, ni attachement, ni obéissance. L'unique pouvoir légitime en Belgique est celui qui appartient à notre roi, à son gouvernement, aux représentants de la nation. Lui seul a droit à l'affection de nos cœurs et à notre soumission. »
il y eut beaucoup de résistance parmi la population. Une résistance généralement inspirée par les exactions terribles que l'armée allemande exerça sur la population civile. Les jeunes, principalement, s'enfuyaient par la Meuse, vers la Hollande toute proche, et restaient neutres, pour ensuite s'enrôler dans l'armée et combattre sur le front de l'Isère. C'est un de ces épisodes fameux de fuite par la Meuse qui a permis par la suite de baptiser un de nos ponts, devenu le pont Atlas. Le pont Atlas, qui fut érigé à l'occasion de l'exposition internationale de 1930 dans le quartier de Coron-Meuse, s'appelait d'ailleurs au départ le pont de Coron-Meuse, mais détruit en 1940 et reconstruit après la Seconde Guerre mondiale en 1947, il fut baptisé pont Atlas en mémoire de l'expédition célèbre de l'Atlas V. Ce petit remorqueur défraya la chronique de l'Okkupationsgebiet en convoyant, dans la nuit du 3 au 4 janvier 1917, 107 passagers qui souhaitaient passer en Hollande, à Maastricht, à 30 km plus bas, sur la Meuse. Repéré à hauteur d'Hermann sous Argenteau, le petit bateau fut poursuivi et mitraillé sous les projecteurs par les gardes frontières allemands, depuis la rive ou depuis des canaux lancés à sa poursuite, dont un qui coula. Le petit remorqueur échappa à ce rideau de feu, franchit les obstacles de chêne et de barbelés qui étaient au travers du fleuve, pour parvenir jusqu'à Heisden, premier village du côté de la Hollande, cela au beau milieu de la nuit. L'exploit fut compté partout dans le pays de Liège, et sans doute même au-delà, malgré une censure paranoïaque. Tous les petits Liégeois connaissent cette histoire car on la leur raconte à l'école primaire. Il faut bien se représenter la vie en Belgique durant ces années terribles. Il n'y avait plus rien à manger, car l'occupant avait confisqué toutes les ressources alimentaires. Il n'y avait plus d'argent, plus de travail, il n'y avait plus de journaux, plus de pâtisseries, plus de gaufres, et plus de fêtes nationales. Notre fête nationale était interdite. Sauf que le 21 juillet 1915, les magasins fermèrent partout quand même dans le pays et les gens circulèrent avec leur chapeau à la main, un brassard noir au bras, et cela malgré l'interdiction. L'occupant laissa faire, car la foule d'ailleurs silencieuse était énorme. Finalement, l'occupation allemande n'a rien laissé de bon derrière elle, sauf une chose pourtant, qui se pratique toujours. Et les gens ignorent que c'est un des rares héritages de cette occupation terrible de 14-18. Vous savez ce que c'est? C'est l'heure d'été. Eh oui, vous savez bien, quand on avance son horloge d'1 heure au début du printemps pour économiser l'énergie, principalement l'éclairage du soir. C'est l'Allemagne qui adopta la première cette mesure le 30 avril 1916. Malgré la guerre, elle fut imitée par l'Angleterre et la France la même année. Et bien sûr, cette heure allemande, comme on disait alors, fut imposée à la Belgique occupée. Cette heure, pratiquée en Europe de façon disparate et intermittente, fut généralisée dans l'Union en 1997. Mais durant la Grande Guerre, en Belgique, c'était l'occupant qui avait introduit cette nouveauté. Et tout utile qu'elle eût été, les Belges n'en voulurent pas pour la plupart. Certains, par esprit de résistance et pour montrer leur attachement à leur pays martyrisé, continuèrent à pratiquer l'heure d'avant, ce qui pour les affaires et les rendez-vous obligeait toujours les citoyens à préciser à quelle heure ils comprenaient leur emploi du temps, l'heure des occupants ou celle des patriotes.